Chaque automne, nous brûlons des tas de branches qui pourraient nourrir la terre pendant des décennies, détruisant l'eau et les engrais gratuits en un seul après-midi. Pourtant, dans les Alpes, un agriculteur rebelle a enterré du bois au lieu de le brûler et a cultivé des citrons dans la neige. Ce sol en butte est devenu une puissance pendant 20 ans. Pas de tuyaux, pas d'engrais, pas de lutte. Alors pourquoi avons-nous abandonné le secret qui pourrait mettre fin à la sécheresse dans votre jardin? La réponse remet en question tout ce que l'agriculture moderne croit. Sepp Holzer n'a jamais cherché à devenir un rebelle. Il a simplement observé les montagnes et écouté le sol. Dans les années 1980 en Autriche, ce défi silencieux a transformé sa ferme en champ de bataille. Les inspecteurs arrivaient avec des calepins et des avertissements, mesurant ses terrasses abruptes et les étangs profonds qu'il avait creusés sans permission. Chaque butte de terre, chaque tas de bois enterré entraînait une nouvelle amende. Les voisins de Holzer suivaient les règles. Champs plats, rangées droites et cultures approuvées par le gouvernement. Il a construit des collines avec des bûches en décomposition et a planté des agrumes là où seul l'épicéa avait poussé. Les fonctionnaires ont qualifié cela d'imprudent. Ils s'inquiétaient des inondations, de l'érosion et du chaos d'une terre non maîtrisée. Ils lui ont remis des avis d'infraction, parfois des dizaines en une seule année. À la fin de la décennie, Holzer était connu comme l'agriculteur le plus amendé. « Je suis l'agriculteur le plus amendé », a-t-il dit avec un sourire en coin. Les amendes s'accumulaient, des milliers de shillings puis d'euros, chacune étant une exigence de revenir aux anciennes méthodes. Mais Holzer a continué à construire même s'il était menacé de perdre sa terre. En 1986, après de fortes pluies, les autorités l'ont accusé d'avoir créé des buttes de rétention d'eau illégales. Il a payé la pénalité, puis a fait appel, arguant que ses étangs et ses terrasses prévenaient les désastres même qu'il craignait. En 1989, la pression a atteint son paroxysme. Le Conseil agricole a menacé de saisir sa ferme. La réponse de Holzer a été simple. Il les a invités à voir ses rendements. Citrons, kiwis, raisins et légumes racines florissaient sur des pentes où rien d'autre que de l'herbe n'avait poussé auparavant. Sa ferme produisait 10 fois plus de nourriture que celle de n'importe quel voisin. En 1992, après une énième amende pour l'agrandissement d'un étang, les méthodes de Holzer avaient commencé à parler d'elles-mêmes. Il a écrit « Mes rendements les réduisent au silence. » Le gouvernement ne pouvait ignorer les preuves. Des agrumes pliant sous le poids des fruits et des légumes, prospérant sans une goutte d'irrigation, ni un sac d'engrais chimiques. La persévérance de Holzer a transformé chaque pénalité en preuve. Il a regardé les règles brûler, mais son sol ne faisait que s'enrichir. Les amendes ne l'ont jamais arrêté. Elles l'ont seulement rendu plus certain. La nature, laissée à sa propre sagesse, peut survivre à n'importe quelle bureaucratie. Son histoire n'est pas seulement celle de la résistance, mais de la confiance dans le bois en décomposition, dans la patience de la décomposition et dans le pouvoir silencieux d'un jardin en pente qui refuse de mourir. Les citrons pendent dans le vent alpin, leur peau éclatante sur fond de neige. Sur les terrasses abruptes du Krametterhof, les vignes de kiwi grimpent le long des épicéas. Leurs fruits duveteux gonflent sous les cieux froids de la montagne. Les raisins mûrissent sur les mêmes pentes où les voisins luttent pour faire pousser de l'herbe du sol. Aucun tuyau ne serpente à travers ces parterres. Aucun arroseur ne tic-tac la nuit. L'eau. L'eau vient de la terre elle-même, tirée par des racines qui atteignent profondément dans des buttes de bois enterrées. Le sol ici est sombre et meuble, imprégné du doux parfum de décomposition. Le gel s'installe sur les champs début octobre, mais le sol sous les agrumes de Holzer reste chaud.
Même au cœur de l'hiver, des pousses vertes percent le paillis, nourries par la chaleur lente des bûches en décomposition en dessous. Les agrumes ne sont ni rabougris ni malades. Ils sont lourds de fruits, leurs feuilles brillantes et fortes. Les kiwis, habituellement réservés aux vallées subtropicales, prospèrent ici à côté des pins alpins. Les paniers de récolte se remplissent de couleurs qui semblent impossibles à cette altitude. Citrons, raisins, même figues. Les voisins viennent regarder. Les inspecteurs, autrefois munis de carnets d'amandes, apportent maintenant des appareils photo. Les preuves sont impossibles à ignorer. Là où d'autres voient des pentes stériles, Holzer récolte l'abondance. Ce n'est pas un tour de verre de serre ou de tuyaux d'irrigation cachés. Le secret est enterré sous les pieds. Chaque butte est remplie de bûches tombées, de branches et de feuilles superposées comme le sol de la forêt, puis recouvertes de terre. À mesure que le bois se décompose, il gonfle avec la pluie et la fonte des neiges, retenant l'eau comme une éponge. Les racines puisent dans ce réservoir caché pendant les mois secs. Même les années de sécheresse, les parterres restent humides. Les cultures survivent aux vagues de chaleur et aux gelées tardives qui brûlent les champs voisins. Les buttes font plus que retenir l'eau. À mesure que les bûches se décomposent, elles libèrent un flux constant de nutriments, azote, phosphore et calcium, nourrissant le sol pendant des décennies. La chaleur de la décomposition persiste pendant les nuits les plus froides, prolongeant la saison de croissance de plusieurs semaines, au-delà de ce que le fond de la vallée permet. Chaque butte devient son propre microclimat, une poche d'abondance méditerranéenne au cœur des Alpes. Les visiteurs parcourent les terrasses avec incrédulité. Ils goûtent des citrons qui n'ont jamais vu de serre. Ils passent leurs mains dans un sol qui ne sèche jamais, même en juillet. Depuis 2 décennies, ces parterres ont produit. Récolte après récolte sans engrais, sans irrigation et sans les béquilles chimiques de l'agriculture moderne. La preuve n'est pas dans la théorie, mais dans les fruits, doux, parfumés et impossibles à expliquer par toute autre règle que celle de la nature. Au cœur de chaque butte de hugelculture se trouve un miracle simple et souvent ignoré. Le bois en décomposition est une éponge. Pas une éponge métaphorique, mais une éponge physique construite par l'architecture propre de la nature. Les parois cellulaires du bois, composées principalement de lignine, forment un labyrinthe de minuscules pores et tunnels. Lorsque le bois commence à se décomposer, ses voies s'ouvrent davantage. Les eaux de pluie et la fonte des neiges s'infiltrent, inondant chaque chambre. Lors de tests en laboratoire, des bûches de pin fortement décomposées ont absorbé une quantité d'azote égale à 5 fois leur poids sec, plus de 500%. Le chêne, plus lent à se décomposer, double ou triple encore sa masse en humidité. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la physique. En surface, un parterre de hugelculture ressemble à n'importe quelle autre butte surélevée. Terre paillie, peut-être un enchevêtrement de vignes de courge. Mais si vous enfoncez une sonde d'humidité profondément dans la butte, les chiffres racontent une histoire différente. Dans la chaleur sèche de juillet, lorsque les jardins voisins se fanent et que les tuyaux courent jour et nuit, la sonde s'enfonce dans le parterre hugel et trouve des niveaux d'humidité qui rivalisent avec une pluie printanière. Les relevés de terrain montrent 40 à 60% d'humidité du sol à l'intérieur de la butte. Même si la terre végétale au-dessus se fissure au soleil, les bûches enterrées en dessous, gorgées d'ose, la libèrent lentement aux racines au-dessus. C'est un réservoir caché, rechargé à chaque tempête. Le secret de ce pouvoir de rétention d'eau réside dans la façon dont le bois se décompose. À mesure que les champignons et les microbes rongent les parois cellulaires, la densité du bois diminue. Un morceau de pin qui était assez dense pour couler dans l'eau devient léger et aéré comme une éponge naturelle.
Dans une étude, le pain dégradé est tombé à seulement 0,18 grammes par centimètre cube, moins de la moitié de son poids original. Chaque gramme de ce bois décomposé peut piéger plusieurs grammes d'eau. Même après des mois sans pluie, les racines trouvent l'humidité là où l'œil ne voit que de la poussière. Pour les jardiniers, cela signifie la liberté de la corvée quotidienne de traîner des tuyaux à travers la cour. Cela signifie un été sans feuilles flétries ni récoltes perdues. La promesse n'est pas une illusion. Elle est soutenue par la structure de la butte elle-même. Chaque bûche, chaque branche et chaque poignée de feuilles en décomposition ajoute une autre couche de stockage. À mesure que les années passent, la butte s'affaisse, mais son cœur reste un réservoir vivant. Les témoignages des praticiens font écho à cette révolution silencieuse. La deuxième année après la construction d'un parterre de hugelculture, une jardinière du nord-ouest Pacifique a rangé son tuyau, rapportant que le sol est resté humide toute la saison. En Autriche, les terrasses de Holzer ont retenu l'eau pendant des sécheresses qui ont vidé les puits des voisins. Les jardiniers urbains, travaillant avec rien d'autre que des broussailles de ville et des bûches de bord de trottoir, voient leur parterre prospérer pendant les vagues de chaleur sans une goutte d'irrigation supplémentaire. C'est cette promesse qui attire aussi bien le jardinier paresseux que le cultivateur économe. Faites le travail une fois, et la butte s'arrose elle-même pendant des décennies. Le bois enterré ne nourrit pas seulement le sol. Il étanche sa soif silencieusement par le dessous. La preuve est dans les chiffres, les lectures de sondes, et les mains qui ressortent humides après avoir creusé dans une butte qui n'a pas vu de pluie depuis des semaines. Ce n'est pas de la magie. C'est la physique de la lignine et de la décomposition qui travaille au service du sol. Sous la surface de chaque butte de hugelculture, un moteur silencieux tourne jour et nuit. Dès que le premier coup de pelle de terre recouvre le bois, la butte devient plus qu'un réservoir. Elle devient un chauffeur. Microbes et champignons grouillent à travers les bûches humides en décomposition, décomposant la lignine et la cellulose. Leur travail n'est pas seulement invisible, il est exothermique. Chaque morceau de bois libère une impulsion de chaleur, réchauffant le sol de l'intérieur. Même dans le froid mordant d'un hiver alpin, le sol au-dessus d'une bûche enterrée peut enregistrer plusieurs degrés de plus que l'air et nettement plus chaud que les champs plats autour. Ce n'est pas juste un confort pour les racines, c'est un avantage de survie. Les graines germent plus tôt au printemps. Les gelées qui tueraient les jeunes poussent sur un sol nu, passent sans danger sur ces buttes, amorties par la chaleur lente et constante qui monte d'en bas. En automne, la saison de croissance s'attarde avec des tomates et des courges mûrissant des semaines après que les jardins voisins se soient flétris. La chaleur n'est que le début. Au fil des années, le bois enterré se transforme d'une simple source d'énergie en un fonds fiduciaire pour le sol. La décomposition des bûches est un marathon, pas un sprint. Les bois durs comme le chêne et l'érable peuvent prendre 20 ans pour se décomposer entièrement. Pendant ce temps, le bois libère des nutriments, azote, phosphore et calcium, à un rythme qui correspond aux besoins des plantes au-dessus. Il n'y a pas de cycle d'expansion et de récession, pas de poussée de fertilité suivie d'un effondrement. Au lieu de cela, le sol reçoit une infusion lente et fiable. Chaque printemps, de nouvelles racines atteignent plus profondément, trouvant de nouvelles poches de nourriture. Chaque automne, la butte s'affaisse un peu plus, son cœur plus riche que l'année précédente. Les essais sur le terrain et les jardins à long terme confirment ce que Holzer a vu dans ses terrasses. Un parterre de hugelculture bien construit peut nourrir des cultures pendant 20 ans ou plus sans engrais ajoutés. Les nutriments ne sont pas emportés par la pluie ou brûlés par le soleil. Ils sont enfermés à l'intérieur du bois,
libérée seulement lorsque les microbes terminent leur travail patient. Même après une décennie, le sol au cœur d'une butte peut être plus riche en azote et en phosphore que le sol environnant. Ce n'est pas une solution rapide, mais un héritage. La science derrière cette libération lente est aussi élégante qu'efficace. À mesure que le bois se décompose, il devient un échafaudage pour la vie microbienne. Les champignons se frayent un chemin à travers les fibres des bûches, formant des réseaux qui transportent les minéraux du fond de la butte vers les racines superficielles. Les bactéries décomposent les composés complexes en nutriments simples. Les vers de terre creusent des tunnels à travers le bois ramollissant, le mélangeant avec le sol et laissant derrière eux des galeries. Et riche en nourriture pour les plantes, chaque acteur de cet orchestre souterrain travaille à son propre rythme. Mais ensemble, ils transforment le bois mort en fertilité vivante. Pour le jardinier, cela signifie moins de travail chaque année et plus d'abondance à chaque saison qui passe. Il n'y a pas besoin de transporter des sacs d'engrais ou de s'inquiéter d'épuiser le sol. La butte gère l'alimentation et le chauffage tranquillement et automatiquement. C'est un système basé sur la patience et la confiance. Confiance dans la magie lente de la décomposition et dans la sagesse de laisser les processus de la nature se dérouler sur des décennies. Dans un monde obsédé par les résultats instantanés, le Hugel Culture offre quelque chose de rare. Une promesse qu'avec de bonnes bases, votre sol ne fera que s'enrichir au fil des ans. Les champs plats sont devenus la nouvelle norme à mesure que les machines ont fait leur apparition sur la terre. Dans les décennies après 1920, les tracteurs et les moissonneuses-batteuses exigeaient une surface uniforme. Pas de bosse, pas de butte, rien qui puisse ralentir une roue en acier ou coincer une charrue. L'ancienne pratique de construire des buttes à partir de bois enterré est tombée en désuétude. Non pas parce qu'elle échouait, mais parce qu'elle ne correspondait pas à la logique de la mécanisation. Un tracteur peut couvrir un acre plat en quelques minutes, plantant rangée après rangée sans interruption. L'efficacité est devenue un jeu de chiffres. Plus de terrain couvert, moins d'obstacles, des rendements plus élevés par heure. Les champs ont été nivelés, les broussailles ont été brûlées, et le paysage a été remodelé pour répondre aux besoins des machines, pas des racines. La promesse de rapidité et d'échelle a remplacé la fertilité lente et patiente du bois enterré. À mesure que les buttes disparaissaient, leurs réservoirs cachés d'eau et de nutriments disparaissaient aussi. Ce qui restait était une toile vierge, facile pour les machines, mais avide d'engrais et d'irrigation. Pour commencer, utilisez une trancheuse ou construisez directement sur l'herbe. La base est toujours la même, les plus grosses, les plus anciennes, les plus pourries que vous puissiez trouver. Le chêne et l'érable fonctionnent le mieux, car le bois dur se décompose lentement et nourrit le sol pendant des années. N'utilisez jamais de cèdre, de noyer ou de bois traité. Ces bois empoisonnent les racines et bloquent la butte. Empilez les bûches serrées, comblant les espaces avec des branches et des brindilles plus petites. Ce n'est pas un tas lâche. Chaque poche d'air est un futur gouffre. Ensuite, remplissez chaque crevasse de matière verte riche en azote. Le bois en décomposition est avide d'azote, alors utilisez des tontes de gazon, du fumier frais ou même de l'urine. Si vous sautez cette étape, les microbes voleront l'azote à vos plantes. C'est le piège à azote, entraînant des feuilles jaunes, une croissance ralentie et de la déception. Une fois que la couche verte est épaisse, recouvrez la butte d'un pied de terre végétale et de paillis. Arrosez bien la première année. Après cela, la butte s'occupe du reste. Une institutrice à la retraite se tient à côté de son jardin, le tuyau enroulé et intact depuis le 2e printemps. Elle a construit sa première butte avec des bûches d'érable abattues par la tempête, remplissant chaque espace avec des tontes de gazon et du fumier.
Maintenant, même en août, le sol reste frais et humide. Elle plaisante en disant que ses tomates reçoivent plus d'eau de la terre qu'elle n'en reçoit du robinet. Sa facture d'eau a tellement chuté que la ville lui a envoyé un avis demandant si le compteur était cassé. Un propriétaire économe en banlieue a transformé le tas de broussailles de l'année dernière en un parterre serpentin traversant son jardin. Il a suivi chaque dollar. Plus de sacs d'engrais, plus d'irrigation hebdomadaire, juste des restes de cuisine et des feuilles d'automne superposées dans la butte. À la fin de la première année, sa récolte était la plus grande qu'il ait jamais vue. Et les économies ont payé sa commande de semences 2 fois. Toutes les histoires ne commencent pas par un succès. Une passionnée de permaculture a vu ses semis jaunir et stagner. Elle avait sauté le fumier, faisant confiance au bois seul. La leçon fut rapide. Le bois en décomposition vole d'abord l'azote. Elle a incorporé des tontes fraîches et une brouette de compost, et en quelques semaines, le parterre a pris vie. Son erreur est devenue sa preuve. La butte, autrefois récalcitrante, produit maintenant des pois et des courges sans aucun signe de faim. Chaque témoignage porte le même refrain. Enterrez le bois et la terre vous le rendra pendant des années. Aujourd'hui, les sécheresses et les prix des engrais grimpent, tandis que des millions de personnes brûlent encore ce qui pourrait devenir des réservoirs sous leur jardin. Alors que les extrêmes climatiques menacent la sécurité alimentaire. Chaque branche enterrée est un acte silencieux de résilience. Le choix n'est pas une question de nostalgie. Il s'agit de construire un sol qui nous survive. La terre se souvient de ce que nous lui donnons. Quel héritage votre jardin laissera-t-il? Partagez vos réflexions ci-dessous. Si cette histoire change votre façon de voir les branches tomber dans votre jardin, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons la sagesse ancienne que les systèmes modernes ont essayé d'effacer. Cultivons ensemble un avenir résilient. Le prochain trésor caché de la terre sera bientôt révélé.